Je me présente pour commencer. Donc moi, c'est Comme La Fortune, directeur technique chez LCDP. Pour vous présenter rapidement qui nous sommes. Donc LCDP, c'est une société familiale qui existe depuis bientôt 12 ans. On est situé dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Donc là, nous sommes dans nos locaux. On a installé pour l'événement du jour une cuisinière sur le conduit qu'on utilise habituellement dans notre espace détente. C'est un endroit qui est parfaitement adapté à recevoir cette cuisinière. Et vous verrez qu'il y a plein de vos clients qui seront très contents de recevoir chez eux, peut-être par le biais de vos installations, des appareils comme ça, qui sont franchement très jolis. Alors LCDP, on fait de la distribution sur toute la France de systèmes de chauffage au bois, au granulé. Ce sont des poêles, des inserts, des chaudières, des cuisinières, granulés, bois bûches. Ici, on est sur la gamme de cuisinières. On va vous présenter le modèle Alaska, qui est une cuisinière de 12 kW. Juste pour vous réexpliquer un petit peu le but d'une cuisinière, c'est assez simple. On chauffe une habitation et on fait la cuisine dessus. Là, celle-ci développe 12 kW, c'est la plus grosse de la gamme. Mais dans le catalogue, vous aurez différents modèles, design, des petites puissances, moyennes puissances, grand four, petit four, il y a à peu près de tout. Donc ça, on prendra le temps de vous accompagner si vous avez besoin pour vous présenter le reste des produits. On va ici vous faire une démonstration de cuisine et vous verrez que peu importe le modèle que vous choisirez, vous aurez les mêmes avantages que sur cette cuisinière-là. Donc je vais introduire notre chef cuistot, c'est Yannick, qui est responsable commercial du sud de la France. Et Yannick, qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon? On va faire un ossobuco milanais. Là, on va faire l'allumage de la cuisinière Alaska de la Nordica parce qu'il faut le temps qu'elle puisse chauffer. Donc avant de l'allumer, il va falloir repérer tous les éléments qui vont nous permettre de gérer la combustion, la chauffe, etc. Donc on a sur la partie centrale une molette qu'on peut manipuler à la main, à froid ou avec l'ustensile prévu pour une fois que c'est chaud. Avec deux positions, on a une cocotte et une flamme. La cocotte, il faut penser que c'est un plat dans un four et la flamme, ça va être pour la position allumage ou chauffe de la plaque sur le dessus. Donc là, si on veut allumer la cuisinière, on se met notre poing sur la flamme et ensuite sur le côté on a deux tirettes qu'on peut manipuler pareil à froid avec la main si on a besoin, ou on a l'ustensile ici qui nous permet de l'attraper quand c'est chaud. Sur le haut c'est la tirette de l'air secondaire et sur le bas c'est la tirette de l'air primaire. Alors quand on a besoin d'allumer un appareil de chauffage à bois, on ferme l'air secondaire au début et on va ouvrir l'air primaire. Donc la charge de bois on l'a chargée façon allumage inversé, donc on a des grosses bûches sur la partie basse, du plus petit bois au-dessus et du bois d'allumage en partie haute. Donc on peut allumer l'appareil avec différents moyens, soit des allume-feu. Ici, pour faire plus simple, j'ai un chalumeau. L'objectif, c'est vraiment allumer la partie haute et la combustion, en fait, elle se répandra ensuite sur le reste de la chambre de combustion. Le fait de faire un allumage inversé, ça permet de réchauffer le conduit pour optimiser le tirage et ça permet aussi de réduire les émissions dans l'atmosphère. Une fois qu'on a le petit bois allumé, là on attend que la cuisinière elle chauffe correctement. On pourra refermer l'air primaire une fois qu'on aura une bonne flamme et on réouvrira l'air secondaire pour gérer la combustion comme on le veut par la suite. Tant qu'on voudra utiliser la plaque sur le dessus, on va rester sur notre flamme ici. Et si jamais on a besoin de faire monter en température le four, il faudra qu'on modifie la molette sur le côté gauche pour faire circuler les fumées tout autour du four et monter jusqu'à des températures qui nous permettent des cuissons autour de 220 degrés. Qu'est-ce qu'il nous faut en premier? Du jarret de veau, de l'ail, des tomates, du persil, des carottes, des oignons jaunes, du citron, une orange, fenouil ou céleri, on prendra juste la partie haute, la farine, tout ce qui est herbes de Provence, thym, laurier et un bouillon cube, du vin blanc, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du beurre. Et là on a tout. On rajoutera des pâtes pour venir agrémenter le plat. Là on a tous les éléments. On peut commencer à préparer, puisqu'on peut préparer un ossobuco la veille pour gagner du temps. Donc, on va commencer par les pièces de jarret. Ce qu'il faut arriver, c'est juste fendre sur le côté, ici. Parce que quand on va cuire, en vérité, la viande, par nature, elle se contracte. Donc, on va avoir un effet, ça va soulever et ça peut se détacher, donc c'est pas esthétique. Donc, il faut un petit peu mettre un coup pour enlever cette partie-là. Là. Voilà, ça c'est fait. Après, ce qu'on fait, parce que vu que demain, on va devoir faire griller les morceaux de jarret, on va les passer pour les fariner. Chez vous, vous pouvez prendre un sac de congélation, vous mettez la farine dedans, vous mettez, vous secouez, ça évite d'en perdre beaucoup. Il ne faut pas en mettre 2 tonnes, c'est pour ça que quand on le fait dans un sac, ça vous évite d'en mettre partout.
Après, il ne faut pas que ça fasse trop de croûte dessus. Après, vous ne servez pas une deuxième fois de la farine. Pour faire un gâteau, ça peut être terrible. Si possible, quand vous prenez des morceaux d'ossobuco et que vous les achetez, vous faites qu'ils soient coupés à peu près à la même épaisseur, pour que vous ayez le même temps de cuisson. Donc, si vous avez des morceaux plus épais ou moins épais, forcément, en temps de cuisson, ça va pas être pareil dans le plat, et d'autres qui seront pas assez cuits. Voilà, ça c'est fait. On va récupérer le paquet d'emballage, on va les remettre dedans, et on va aller les remettre ensuite au frigo. Là, on va commencer avec les oignons. Alors en plus, j'espère qu'on va avoir l'astuce pour pas que ça pique les yeux. Oh, ça pique pas les yeux, les oignons. C'est dans la tête en réalité. La préparation, c'est combien de temps? Ouais, quand on le fait à un rythme normal, c'est maximum 30 minutes. Tout compris, c'est-à-dire qu'on a tout lancé, on a préparé. Si on n'a pas des oignons récalcitrants. Alors après, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on fait le ossobuco, il y a des gens qui n'aiment pas tous les légumes qu'on met dedans. Il y a des gens qui n'aiment pas l'oignon, qui n'aiment pas la carotte. Ce que vous faites pour tricher, c'est qu'à la fin, on retire la viande et tout ce qu'il y a dedans, on passe tout au mixeur. Comme ça, on a une sauce qui est complètement liée et je ne vois plus du tout les ingrédients qui sont dedans. Donc là, on va juste couper les oignons. Alors, pas trop fin, pas trop épais, parce que s'ils sont épais, trop fins, ils vont brûler. Donc c'est pas bon. Donc là, on va faire les 4 oignons. On coupe la tête à partir parce que c'est dur, donc c'est pas bon à manger. Ça cuit pas bien. Et si tu mets un oignon rouge, ça apportera de la sucrosité par contre, ça sera plus sucré. L'oignon, c'est bon. Maintenant, on peut faire la partie fenouil ou céleri. Ça, on s'en sert pas. Ça sert pour faire autre chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ça parfume déjà. Ouais. Dans le sens, ça sent forcément un peu l'anis. Hein. Voilà, ça c'est bon. On va le mettre dedans. Ensuite, on va s'occuper des carottes. Les carottes, on va les gratter. Hein. Ne pas les carottes entières, parce que sinon ça va être terrible à manger. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on les coupe en billets comme ça. Voilà, maintenant, on a mis du vert, on va mettre du orange. Et voilà, carottes, fini. Donc céleri et carottes, terminé. Dans le saladier. Voilà. Après, on va rajouter la tomate. Donc bien entendu, céleri français, carottes françaises, tomates françaises. Tout français. Presque du jardin. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un vrai plat aussi d'été, hein. Parce que globalement, on fait avec les légumes de saison, hein, tout ce qui est fenouil, céleri et tout. Donc on met les tomates avec, hein, c'est pas un souci. Et les légumes, on les coupe grossièrement, c'est pas très grave, hein, parce que ça va tout cuire. On va rajouter, parce que ça donnera déjà le parfum, les zestes de citron. Alors moi j'en mets, parce que j'en mets un peu plus que vous voyez, parce que j'aime bien ça. Je trouve que ça donne un bon goût. Alors ce qu'on fait, on va les couper très finement et on va les glisser, hop, à l'intérieur. Après, on va pouvoir préparer la grémolata. Alors qu'est-ce que c'est? La grémolata, c'est un ingrédient qu'on va apporter en fin de cuisson. Quand ça va quasiment cuit, on le versera dedans. C'est ce qui va lier, qui va apporter une certaine acidité. Ça, on va le mettre de côté. Ça nous servira demain. On le mettra dans la sauce. Ça ira demain. Ça, vu qu'il y a déjà des petites miettes, on va les mettre dedans. Ça parfumera. La grémolata, on va mettre du beurre. Il faut être généreux dans le beurre. On va mettre du persil. Pas les queues, c'est trop dur. Là, le but, c'est d'être le plus fin possible parce que ça va pas être très bon signe. On le gardera au frigo et demain, on aura juste à sortir à la fin. On le passera moins d'1 minute au micro-ondes pour que le beurre soit complètement liquide. Donc beurre persil. Beurre persil. On prend un citron, une fourchette, on va mettre le jus de citron. On va remettre des zestes de citron dedans. Alors l'idéal là c'est aussi de les faire assez petits, c'est mieux. Une orange du jardin, pareil, on récupère le jus. Alors si vous n'avez pas d'orange, vous pouvez mettre du jus d'orange du jardin. Naturel, le plus naturel possible. Dernière pièce pour le condiment, on va mettre de l'ail. On va servir de ça. C'est pour écraser l'ail. On met, on enclenche et on appuie. Et on passe. L'avantage, c'est que vous n'avez que l'intérieur de l'ail. Vous n'avez pas la partie qui n'est pas bonne. Donc 2 gousses d'ail. Ou une grosse, ou 2 petites. Et là, c'est terminé. Alors, ce qu'on peut faire pour le voir finir complètement, on peut aller le passer au micro-ondes. C'est pas un problème de le faire à l'avance, comme ça, il sera déjà lié.
Voilà. Et donc demain, on la mettra juste à la fin. Mais quand même à la cuisson, c'est pas au service. Tu peux la mettre en gros 15-20 minutes, mais même si tu la mets avant, c'est pas très grave. Voilà, on a fini, Côme. Parfait. Jusqu'à demain. Allez. C'est parti. Alors je laisse Yannick passer devant les fourneaux. On va répondre à vos questions au fur et à mesure, que ce soit sur la recette, sur l'utilisation de la cuisinière. Pendant que Yannick fait la cuisine, j'essaierai de détailler un peu plus techniquement les différents points de cette cuisinière. Vas-y Yannick. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une cuisinière, vous avez une répartition de chaleur qui va être différente selon l'endroit où vous vous trouvez. Forcément, dès qu'on est au-dessus du foyer, on a à cet endroit-là la température la plus élevée. Et plus on va s'éloigner du foyer, plus on va descendre en température. Ce qui va vous permettre de passer d'une cuisson forte à une cuisson douce. Facile à regarder, on peut faire, si on veut accéder directement à une chaleur très forte, on va pouvoir se mettre donc directement au-dessus de la flamme pour avoir une chaleur très très forte et très très vive. Donc là, on va commencer. Le but, ça va être de démarrer à faire la cuisson de la partie de la viande. Alors juste avant de mettre la viande, j'ai un ustensile qu'on utilise très peu en cuisine habituellement, mais là c'est pour vous montrer les différences. Là on est sur une largeur de cuisinière de 1 mètre. Si jamais je prends mon thermomètre, je regarde la température à ce niveau-là, je suis à 220 degrés. Si jamais je vais sur l'anneau du milieu, je suis à 220 également. Par contre, si je pointe sur le côté, je suis plus qu'à 150 degrés. Donc ça, c'est vraiment important de savoir que vous avez des différences de température qui vont vous permettre de saisir, de cuire à feu doux, de cuire doucement de l'autre côté. Yannick ici a retiré des anneaux en fonte du dessus de la cuisinière. C'est simplement pour avoir une cuisson qu'on va appeler directement sur la flamme et on va avoir les températures les plus élevées. On va braiser la viande qu'on a mis de l'huile, d'olive et du beurre. Donc on va marquer la viande de chaque côté. Après, on la mettra au repos dans la cocotte. On voit clairement ici que ça crépite bien, c'est déjà coloré. On est en train de colorer. Voilà. La montée en chauffe de la cuisinière est quand même très rapide. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on pense, quand on parle de cuisinière à bois, qu'on a besoin de l'allumer 3 heures avant, etc. En fait, pas du tout. Parce que c'est un appareil de chauffage, vous avez aussi probablement ce type d'appareil qui est en fonctionnement de façon un peu longue durée dans une maison. Donc le moment où il est venu de faire la cuisine, elle sera probablement déjà en route. Alors, quelle température est le four? D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui on va utiliser le four? Alors pour l'ossobuco, on a l'avantage de pouvoir faire plusieurs solutions. Ou vous faites cuire et vous laissez mijoter sur la partie de la cuisinière, sur une cuisson. Mais on peut aussi le mettre dans le four sur une température qui va tourner autour de 150-180 degrés pour une cuisson longue. C'est pas une recette sur laquelle vous avez besoin d'avoir une chaleur forte. Sur la partie centrale, vous avez une roulette que vous pouvez changer de position grâce à l'ustensile qui est fourni pour positionner la cuisinière en mode plaque de cuisson ou allumage, ou alors sur la position four. Lorsque vous mettez la cuisinière en position four, en fait, vous avez les fumées qui vont circuler autour du four. Donc elles vont vraiment faire un chemin tout autour du four pour le faire monter en température. Je vais remettre la position plaque de cuisson. Le four, lorsque vous êtes sur une charge pleine, vous pouvez largement le faire chauffer à plus de 220 degrés. Si jamais vous avez besoin de faire des cuissons à une température plus élevée, vous pouvez commander ce qu'on appelle un kit barbecue. On livre avec la cuisinière une grille que vous positionnez dans le foyer et vous allez pouvoir, porte ouverte avec un petit déflecteur, faire des grillades directement au-dessus de la braise. Le fond en fonte de la chambre de combustion est aussi amovible. Vous pouvez le surélever pour rapprocher les braises du plateau supérieur de cuisson. Là, on a un bon marquage, comme vous pouvez le voir, on est passé sur la poêle des deux côtés. Donc on va poser dans la cocotte. Le but n'étant pas de faire cuire la viande, c'est juste de la marquer pour que ça lui donne du goût et récupérer les sucres. Donc on va continuer avec l'autre partie, les morceaux qui nous restent, les deux autres, et on va faire exactement la même chose. Alors vous avez pu voir, je mets pas de sel, pas de poivre pour l'instant, parce qu'on le mettra tout à l'heure. Alors là, on fait la démonstration sur une cuisinière avec une cocotte en fonte. Ça reste un des ustensiles de cuisine qui est plus inévitable. Et on a la chance, là, bientôt dans le catalogue de la Nordica, d'avoir une gamme de cocottes en fonte avec de la fonte de très haute qualité, comme on peut avoir sur les appareils. C'est quasiment, voire même jamais, de fonte recyclée. Et là, le fait d'avoir une gamme de cuisinières qui est déjà très large et probablement depuis de nombreuses années, là où l'une des plus réputées sur le marché, on aura des ustensiles pour venir faire la cuisine aux couleurs de la Nordica. Je te remets 2 bûches. Allez.
Important la qualité de votre bois pour avoir une bonne chauffe. C'est vrai que là, on utilise du bois bien sec. On l'a testé avec un testeur d'humidité. On est en dessous des 20% d'humidité. Donc, si vous arrivez réellement à cuisiner avec du bois sec, ce sera mieux. Vous voyez, la cocotte, elle est sur le coin, moins chaud. La viande est à l'intérieur, elle ne brûle pas. Elle reste sur une chaleur douce. Et toi, Yannick, qui est le passionné de cuisine dans l'histoire, je sais que tu cuisines régulièrement sur une cuisinière à bois, mais est-ce que tu estimes que c'est à la portée de tous? Oui, alors je dirais que c'est même plus simple que certains types de cuisson, puisque justement, vous n'avez pas le stress de la chaleur. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes sur du gaz, quand vous êtes sur l'induction, c'est en permanence en train de monter vos boutons, de savoir si c'est chaud, c'est pas chaud. Alors que là, vous allez jouer directement avec votre plaque de cuisson. Donc vous allez pouvoir déplacer sans avoir de risque de brûler. On a une cuisson plus douce, on agresse moins les aliments, donc c'est plus agréable. Je profite juste que les oignons sont en train de saisir. Là, j'ai remis des bûches il y a quelques minutes. Et en fait, juste pour expliquer, j'ai pas fait de manipulation particulière sur la cuisinière. Mais grâce à mon ustensile, j'aurais pu, si jamais j'avais vraiment un lit de braise qui devait réalimenter en flamme les nouvelles bûches que j'ai mis, réouvrir l'air primaire. Si on ouvre l'air primaire qui se situe en bas, je réapporte de l'oxygène par le bas du foyer, donc je vais avoir une meilleure réactivation de ma flamme. Ensuite, si je veux gérer un peu la puissance de la cuisinière, on se pose souvent la question, à mi-saison, l'été, etc., qu'est-ce que je fais de ma cuisinière si j'ai besoin de faire un bon petit plat? Vous avez sur la partie haute une manette que vous pouvez actionner, y compris à chaud, ça sert à ça. Et vous voyez que là, la flamme, elle se comporte totalement différemment. Là, je viens de tirer sur la manette pour fermer le volet d'arrivée d'air secondaire. Si je ferme l'arrivée d'air secondaire, je vais réduire l'apport en oxygène dans le foyer. J'ai mon air primaire qui est fermé, j'ai mon air secondaire qui est fermé, donc j'ai une combustion qui va ralentir. Ça se voit à l'œil. Ma flamme là, elle est très molle, j'ai plus d'apport en oxygène. Si je referme la manette, je réalimente en air secondaire et là, je vais avoir une combustion qui va reprendre et je vais redévelopper à nouveau plus de puissance. Donc on peut jouer avec cette tirette là sur la puissance de la cuisinière. Et justement, est-ce que Yannick, ça doit être un frein de mettre une cuisinière alors qu'on se pose la question de voir trop chaud le printemps, l'été? Choisir une cuisinière, c'est aimer faire la cuisine. Par principe, c'est ça. Vous n'allez pas avoir une cuisinière pour faire de la cuisine si vous n'aimez pas cuisiner. C'est pas possible. Dans une cuisine classique, où vous avez un piano à gaz et vous avez 2 ou 3 fours, vous aurez chaud. La cuisine, ça se fait à chaud. Donc ça fait transpirer. Ça fait transpirer. Après, quand votre plat il est au four, qui mijote, vous n'allez pas rester à côté. Vous allez baisser ce que tu viens de faire, l'arrivée d'air, pour avoir quelque chose de plus doux. On n'est pas sur de la cuisson agressive. Si vous devez faire un œuf au plat, si vous devez faire un steak rapidement grillé, ça va vous prendre 3-4 minutes, pas plus. Donc de toute façon, c'est pas plus long que sur une partie classique. Et vous allez charger votre foyer en fonction de ce que vous allez faire. Vous n'avez pas besoin de mettre énormément de bois si vous allez faire juste de la cuisson en été. Et puis je vous rappelle que le foyer, il s'élève, donc vous allez pouvoir rapprocher la flamme et la chaleur de ce que vous avez besoin. Donc vous n'avez pas besoin de charger énormément. Parce que aussi, on est sur le plus gros modèle, forcément, ça développe une puissance plus importante. Mais dans le catalogue, il y a différents modèles. On peut choisir un modèle plus petit. On va avoir le même sentiment de satisfaction à cuisiner au bois, mais avec un développement de la chaleur rendue à l'air qui est plus faible. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. J'en profite pour expliquer une chose. Là, on l'aperçoit à la partie basse. Qui dit cuisinière à bois dit conduit de fumée. Qui dit conduit de fumée dit une installation. En fait, c'est comme si c'était un poêle à bois. Donc parmi vous, vous êtes de nombreux installateurs à nous questionner sur ces types de produits depuis quelques années. On va essayer de vous donner goût à vendre des cuisinières, mais pour votre quotidien, en fait, ça ne change rien. Ça s'installe comme un poêle à bois, les normes sont comme un poêle à bois. Là, on est sur une cuisinière qui peut être installée dans un espace qu'on va appeler aéré. Il y a des cuisinières qui vont venir s'encastrer entre des meubles de cuisine existants avec des looks plus modernes. Ça revient comme si vous aviez un four avec une finition inox chez vous avec des plaques dessus. Donc il y a vraiment de tout et ça, c'est vraiment important d'avoir en tête qu'il n'y a pas plus de difficulté à installer une cuisinière qu'un poêle à bois. C'est vraiment les mêmes règles. Les oignons, c'est bon. C'est parti, on change. Alors, je te laisse mettre les oignons dans la cocotte. Juste pour finir sur la partie installation, il faut bien avoir en tête que c'est pas plus compliqué qu'un autre poêle. Pourquoi on insiste sur ce point-là? Parce que des demandes sur les cuisinières et pourquoi on a décidé de faire ce live? Parce qu'on en a de plus en plus. Et le fait d'en avoir de plus en plus de demandes, on se dit comment on peut vous aider à mieux parler de ces produits-là? Comment on peut vous faire connaître ce type de produit à vous pour que vous les fassiez connaître à votre clientèle? Donc on s'est dit que cette petite démo pour vous montrer qu'on peut cuisiner très facilement un repas de tous les jours sur la cuisinière, ça nous paraissait une bonne idée. À l'installation, comment protéger les murs
derrière la cuisinière, de la chaleur et des projections. Alors en fait, de la chaleur, c'est assez simple. Ça, c'est le fabricant qui s'occupe de cette partie-là. Le fabricant, quand vous commandez un appareil, que ce soit un poêle, une cuisinière, un insert, il va vous donner des caractéristiques techniques de l'appareil et des règles à respecter. Il y a la réglementation française qui encadre les installations, mais il y a aussi le fabricant qui va vous dire attention, sur le modèle Alaska, vous allez devoir sur le côté respecter telle distance, sur l'arrière telle distance. Peut-être que ce sera équivalent à 0 cm suivant certaines conditions. Donc ça dépend vraiment des appareils et ça c'est le rôle du fabricant de concevoir un appareil qui serve de chauffage, qui puisse vous permettre de cuisiner, mais qui n'ait pas trop de contraintes liées à l'installation. Donc là, nous, on a utilisé une installation qui était déjà existante. Donc on est un peu loin du mur. On n'a rien autour, mais on n'est pas dans une cuisine. L'environnement ici, il est parfaitement adapté, mais dans une habitation normale, vous aurez les mêmes sujets qu'un poêle. Alors là, on va mettre le petit bouquet avec le laurier, le thym pour parfumer. On pose à l'intérieur. On va mettre l'ail écrasé. Mettez au-dessus. Hop, direct, on le met dedans. Voilà, on a mis notre ail. On récupère et on va mettre après les légumes dessus. Donc on va venir les positionner sur la partie supérieure. On va couvrir l'ensemble de notre cocotte. Donc on a mis les légumes. On rajoute notre verre de vin blanc, l'eau. Et pour finir, on va mettre le bouillon. Donc c'est un bouillon de cube de bœuf qui vient arroser dessus. On va passer avec un peu de sel. Maintenant, on va refermer avec le couvercle et on va laisser sur le côté notre ossobuco. Donc à droite de la cuisinière, le feu doux. Parce qu'on est sur le feu doux. Et combien de temps? Il faut compter 1h30, 2 heures de cuisson. Donc à partir de maintenant, 1h30, 2 heures. Voilà. Et vous ouvrez, vous tournez et vous pouvez rajouter un peu d'eau au fur et à mesure si vous voyez qu'il manque de l'humidité à l'intérieur. On demandait, quand on ouvre des cercles de la plaque, pour avoir une cuisson plus forte, on s'interroge de savoir s'il y a des fumées qui peuvent s'échapper de cet endroit-là. En fait, si vous faites l'installation correcte, et on est là pour vous accompagner si vous avez des doutes justement sur ces installations, ça ne doit pas se produire. Là, si jamais j'ouvre le foyer de la cuisinière, les flammes ne sortent pas, la fumée ne sort pas, je peux charger, même quand il y a des flammes. Habituellement, on recommande de charger quand on a un lit de braise pour éviter d'avoir des refoulements de fumée. Ici, je peux charger. Pourquoi je peux charger dans n'importe quelle situation? C'est simplement parce que j'ai le conduit qui est parfaitement adapté à ma cuisinière. Donc là, le conduit chez nous, il est très haut, donc j'ai un très fort tirage. C'est même pour ça qu'à l'arrière, on a un modérateur tirage, là, qui est en train de travailler pour optimiser le tirage de notre cuisinière. Quand on ouvre un cercle de la plaque, c'est la même chose. Si jamais vous avez de bons tirages, vous avez de l'air ambiant qui va rentrer dans la cuisinière, mais ensuite aller dans le conduit, et non pas l'inverse, parce que vous avez un tirage qui est correct dans votre conduit. Comme sur un poêle, hein, vous ouvrez la porte, si ça refoule, ça veut dire que le tirage de votre conduit, il est trop faible. Quand vous faites, là, il est à l'arrière, on aperçoit un trou dans un conduit pour faire une mesure de dépression, pour vérifier votre installation. De la même façon, ce trou, là, j'en ai un ici, un de l'autre côté, ils sont pas rebouchés. Quand on a un tirage qui emmène l'air ambiant ou l'air neuf de comburant vers le haut du conduit, eh bien, en fait, j'ai que un flux dans un sens. J'ai jamais de refoulement dans l'autre sens. Donc, c'est pareil ici au niveau de la plaque. Si j'ouvre le dessus, je vois ma flamme, mais l'aspiration dans le conduit est plus importante, donc j'ai pas de refoulement. Comment on entretient sa cuisinière? Normalement, c'est le cuisinier qui nettoie sa cuisinière. Quand on nettoie une cuisinière. Là, j'ai vu quelques légumes tomber sur le côté, donc on est sur de la fonte émaillée sur le dessus. Moi, j'ai la réponse techniquement. On va demander à un utilisateur du quotidien quelles sont les astuces pour utiliser Moi, c'est la facile. cuisinière. Je la laisse refroidir déjà légèrement et après, avec une préparation d'eau tiède et de citron, ça permet de tout décaper comme sur une plancha. Pas besoin de faire autre chose. Et si vous en servez pas, vous mettez une fine pellicule d'huile dessus. Ça va éviter tout ce qui peut être rouille au cas où, selon comment elle va être stockée. Mais premier nettoyage, vous laissez refroidir. Vous faites un mélange d'eau tiède et de citron. Vous passez dessus, ça va vous enlever toutes les graisses. Vous ressuyez après avec un chiffon et vous mettez un peu d'huile dessus. Et ça bouge pas. Parfait. Alors en tant que technicien, je vais compléter les informations. Quand on parle d'eau, ça doit être séché derrière. On est sur de la fonte émaillée vraiment sur toute la partie supérieure de la cuisinière. La fonte et l'eau, ça fait pas bon ménage. Donc quand on essuie à l'eau, il n'y a pas de problème, mais ensuite on sèche. Et le mieux, quand on a sur des périodes longues de non-utilisation, dès lors qu'on met de la matière grasse sur la fonte, on lui permet de rester tel quel pendant des mois sans qu'il y ait aucune trace d'oxydation ou autre dessus. Donc ça, c'est un bon moyen de l'entretenir. Le reste, foyer, vous avez un bac à cendre en bas. Il y a un grand tiroir à cendre sur la partie basse. Donc là, comme si vous étiez sur un poêle à bois, avec le tiroir à cendre, la chambre de combustion à nettoyer normalement. C'est un appareil de chauffage au bois, donc c'est les mêmes règles que pour un poêle. Ramonage 1 à 2 fois par an en fonction du règlement sanitaire départemental
départementale. On vérifie ici que le foyer soit bien entretenu. Là, le foyer est doublé avec du béton réfractaire qui s'appelle Nordicaire chez la Nordica, ce qui protège le corps de chauffe. Il est blanc, il est dur, c'est pas de la vermiculite, c'est beaucoup plus solide. Le fait qu'il soit blanc, ça renvoie de la luminosité, de la flamme pour le côté esthétique. Donc ça reste quelque chose de hyper robuste. Si vous l'entretenez un minimum, vous n'avez aucun problème, aucune crainte à avoir sur l'altération de la plaque, la chambre de combustion, etc. Je profite d'avoir notre équipe commerciale de l'autre côté de la caméra pour vous en parler un petit peu. Quand vous avez des interrogations sur de l'avant-vente, peut-être qu'on ne travaille pas encore ensemble, peut-être que vous avez reçu l'invitation par une connaissance ou autre, par nos réseaux sociaux et qu'on ne collabore pas encore ensemble, peut-être que vous ne connaissez pas du tout les cuisinières. Peu importe en fait le type de produit qui peut vous intéresser, vous pouvez contacter notre équipe commerciale qui vous permettra d'identifier le commercial attitré à votre zone géographique. Et un coup de fil, un mail, il vient vous voir, vous discutez par téléphone, on vous présente les produits. Cuisinière, mais ça peut être d'autres choses. C'était l'objet de ce midi, mais on peut parler des autres produits qu'on a au catalogue. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner. Inversement, je connais pas les pseudos, etc. sur le chat, mais s'il y a des utilisateurs finaux, des particuliers qui nous écoutent, peut-être que vous êtes intéressé par ce type de produit, et bien de la même façon, vous pouvez nous contacter. Et en fait, nous, on ne revend pas directement aux particuliers, mais on sera ravis de vous conseiller, vous orienter vers notre partenaire le plus proche de chez vous. Donc ça, faut pas hésiter non plus. Vous pouvez utiliser les mêmes bases de contact que pour nos clients installateurs. Quel type de casserole utiliser? Il y a juste une règle à retenir, c'est qu'on va éviter tout ce qui est manche en plastique, que vous ayez des poêles en acier, casseroles en acier ou autre. Tant que vous n'avez rien qui craint, vous avez une surface de chauffe ici qui fait quasiment 1 mètre carré, donc ça chauffe de partout, donc rien qui déborde. Donc après, vous êtes libre d'utiliser ce que vous voulez. Je vous propose à tous d'aller déjeuner. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous avez notre fiche de contact derrière. Nous, on va laisser cuire tout ça. Merci à toi Yannick d'être venu ici. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci à tous.